Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! L'IT, le digital, le web, autant de mots qui sont à la mode mais aussi très peu connus pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcel qui va nous parler de son métier de directeur de produit. Il a toujours souhaité travailler avec passion, quel que soit le domaine dans lequel il travaillait. Prendre du plaisir, quelles que soient ses missions, était important pour lui et c'est ce qui l'a orienté tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il est multicasquette et nous parle de ses différents rôles et de sa vision du travail. Comment cet enfant qui souhaitait travailler dans le médical est devenu directeur de produit, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans un nouvel épisode de About the Role. Bonne écoute. Bonjour Marcel. Bonjour Jalila. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté. Pour commencer, cet épisode, il y a une question que je pose à tout le monde et c'est une question qu'on pose naturellement quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et puis du coup te présenter ? Alors, je fais beaucoup de choses. Donc, je m'appelle Marcel. Pas de nouveauté, normalement, puisqu'on vient de le dire. Donc, je suis directeur produit de chez Wevo et cofondateur. J'accompagne, en gros, des entreprises, justement, sur la partie product management. Donc, on a une équipe de 80 product managers qui accompagnent des entreprises, des startups à des grands groupes, globalement. Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton métier, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément tout ce qui est product management, la direction de produits. Alors, c'est mon métier en particulier est compliqué parce que donc moi je fais partie d'une société qui est spécialisée dans le conseil en product management. Donc on n'a pas un produit physique ou un produit digital. Donc moi mon but premier c'est de faire monter en compétence nos product managers, donc les plus juniors aux plus seniors, parce que tu le sais, dans une entreprise de conseil, si les personnes ne montent pas en compétences, elles partent, surtout sur un marché qui est hyper tendu. Donc là, c'est vraiment moi mon axe principal, c'est de les faire monter en compétences. Du coup, au travers d'une matrice qu'on a créée, qui permet de factualiser en fait les différents aspects du product manager. Du coup, en étant le plus factuel possible, parce que c'est, je pense, la clé en tout cas pour notre part. Sinon, j'anime aussi des émissions qu'on a sur Twitch. Donc, on fait intervenir des CPO, donc des Chief Product Officer, donc des directeurs produits, des CTO, donc la partie technique, des directeurs, directrices UX, des CEO aussi. Le but, c'est vraiment d'évangéliser le produit de manière globale et pas que sur la partie product management. Je fais aussi des entretiens. Je recrute maintenant les plus seniors. Et avant, je faisais passer donc un outil qu'on appelle le Product Game, qui permet de mesurer la maturité produit et la maturité agile de toutes les personnes, des plus juniors aux plus seniors. Sinon, j'ai créé aussi des formations et j'accompagne aussi certains directeurs produits sur de la réorganisation et de la stratégie produit de manière globale. Et j'anime nos formations. Voilà. Ok, un poste vraiment complet. Du coup, tu touches vraiment à tout sur tous les aspects du coup de ce sujet. Pour continuer, on va un peu revenir à qui tu étais quand tu étais petit. Quelle idée tu te faisais du travail petit ? J'ai toujours voulu avoir un travail passionnant. Je travaille vraiment à la passion depuis tout petit, au travers vraiment tout, et ma scolarité et même dans mes loisirs, je me mets à fond dans quelque chose. Et donc ça a toujours été quelque chose qui va me passionner. C'était vraiment ça. Et en étant passionné, forcément, ce qui va faire que je vais travailler aussi pour réussir, parce que la passion amène justement une émulation positive, en tout cas pour moi. Ok. Est-ce que tu avais une idée déjà d'un métier ? Est-ce que tu avais quelque chose en tête quand tu étais petit ? Alors, parce que
On m'a dit de pas le dire, mais alors vraiment, c'était chirurgien esthétique qui permettait de reconstruire du coup les personnes qui étaient brûlées, qui avaient des accidents. Et donc c'était ça vraiment depuis tout petit. C'est vraiment le premier métier que je voulais faire depuis, en tout cas que je me rappelle. Ok, ça marche. Donc très bizarre pour quelqu'un de petit. C'est surprenant dans le sens où quand t'es petit, tu connais pas forcément ces métiers, à moins que tu connaisses quelqu'un ou autre. Mais c'est intéressant comme projet parce que du coup, tu voulais aider des personnes qui avaient subi des accidents. Donc, je trouve ça beau. Quel regard tu poses du coup sur le Marcel de ton début de carrière, une fois que tu as trouvé un peu ce que tu voulais faire? Je pense que les sacrifices que j'ai faits au début de ma carrière m'ont permis d'arriver là où j'en suis. C'était un vrai choix d'essayer de voir plus loin que vivre au jour le jour. C'était pour moi plus à long terme, moyen long terme en tout cas. Et du coup me dire, je n'avais aucune contrainte, je n'avais pas d'enfant. Du coup, ce qui permettait de pouvoir faire de temps en temps plus d'heures, sachant que aussi on était en mode projet à l'époque, donc on avait des deadlines, des budgets qu'il fallait respecter, et là-dessus ça m'a appris vraiment d'être carré, et ce qui me permet maintenant aussi d'avoir ce poste-là, parce que c'est vraiment là où j'ai appris énormément au tout début de ma carrière, clairement. Ok, donc c'était plutôt c'était plutôt une personne qui a tout donné au début de ta carrière, dans le sens où tu disais voilà, j'ai aucune contrainte, donc si à un moment donné où il faut pousser le curseur et y aller, c'est maintenant. C'est maintenant, exactement. C'était maintenant, et ça continue encore un petit peu, mais c'est vrai que vu que c'est un métier de passion, comme je l'ai dit juste avant, il faut aussi que je me restreigne de moi-même, de se dire ok, là on va un petit peu couper, et on va penser aussi à la partie personnelle, et pas que pro. Ok. Et est-ce que tu avais, je sais pas, une certaine naïveté à propos du monde du travail, ou tu avais déjà un aspect assez, une vision assez concrète de ce qu'était du coup le travail, la vie pro, peut-être par ta famille ou ton entourage? Alors, je pense que j'avais une certaine naïveté, mais que j'ai toujours. Ouais. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes que j'ai presque considérées comme ma famille. D'ailleurs, avec certaines personnes, on est amis dans la vie en dehors du travail. J'allais dire dans la vraie vie, alors que c'est déjà la vraie vie, le travail. Et donc, ce qui m'a permis d'éviter d'avoir des personnes qui étaient toxiques ou nocives sur quasiment l'ensemble de mon parcours. Et ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis. Donc là, je les remercie vraiment infiniment, parce que c'est sûr que sans eux, je serais pas là. Ouais, et puis du coup, ça t'a permis de garder cette image positive tout au long de ton parcours. Tu parlais du coup de ton parcours. C'est plutôt une évidence ou une accumulation d'événements? C'était plus une accumulation d'événements. À la base, comme je voulais faire de la chirurgie esthétique réparatrice, je suis parti en médecine, donc rien à voir avec le domaine informatique. Mais depuis tout petit, alors maintenant là, ça fait un petit peu vieux de dire ça, mais en 95, avoir un ordinateur déjà, c'était assez fou. Et donc depuis mes 5 ans, globalement, j'ai toujours eu un contact avec le monde informatique, de savoir justement comment formater un disque dur, réparer le matériel, et ainsi de suite. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment tout le long de ma scolarité, avec plein de projets annexes, toujours dans le domaine informatique, et ce qui a fait que j'ai loupé mon année de médecine, et donc je me suis réorienté dans un métier de passion, et que j'ai plutôt bien réussi sur moi. Ok, parce que pour toi, au début, c'était pas pensable de faire un métier dans ta passion? Ah non, c'était très mal vu, en tout cas à l'époque. Faire un métier dans l'informatique, c'était les geeks, je déteste ce mot, mais c'était les rebuts de la société, les losers qui allaient faire ça. Il n'y a pas de travail. Je viens d'un petit village en plus. C'était vraiment les personnes qui allaient rien faire de leur vie, qui allaient dans le domaine informatique, et on n'avait pas encore Bill Gates et tout ça à l'époque. Donc c'est vrai que c'était très 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 mal vu, en tout cas il y a quelques années. Ok, si ça va maintenant. Ouais. en se projetant. En se projetant, c'est plutôt pas mal. Ouais, bon choix, au final. C'est un des secteurs qui recrute le plus, donc je pense que t'as bien choisi. Plutôt le bon nez, bon flair. Ouais, clairement. Du coup, dans ton métier, donc t'as différents aspects, tu fais différentes choses. Quel challenge tu rencontres aujourd'hui?
Le plus gros challenge, je pense que c'est sur la partie recrutement. Toi qui as recruté, c'est toujours un poids, en fait, et pour la personne qui va rejoindre l'entreprise potentiellement, de savoir si déjà elle va convenir avec l'âme de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Est-ce qu'elle va être bonne aussi dans ce qu'elle fait? Parce que pas tout le monde est non plus à la bonne place. Quelqu'un va fitter avec une entreprise et peut-être pas avec une autre, alors qu'il était très bon dans une et peut-être pas, du coup, va moins performer, en tout cas, va être moins bon par rapport au prisme de l'entreprise. Donc c'est toujours un point de savoir, sachant qu'un recrutement aussi, ça coûte de l'argent, et donc de parier sur les bonnes personnes. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait une méthode plutôt factuelle qui permet justement d'éviter en tout cas ce genre de problématique, et ce qui fait que c'est le plus gros challenge pour moi là actuellement, c'est vraiment le recrutement. Et en tout cas, recruter les bonnes personnes. Ouais. C'était important pour toi d'avoir, entre guillemets, des missions annexes au-delà de la direction de produit, direction de projet? Oui, comme je l'ai dit, je fais quelque chose avec passion, et le but, c'est comment est-ce qu'on peut faire grandir l'entreprise, comment est-ce que je peux apporter vraiment ma contribution à l'entreprise. Et en ne faisant que le métier de base, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est aussi, parce que ça nous a permis de rayonner avec en faisant venir d'autres CPO, d'avoir leur expertise, de donner et proposer du contenu produit. Du coup, à l'écosystème product management, c'est quelque chose d'hyper important et qui a été valorisé et par nos clients, parce que il y en a certains qui sont devenus nos clients, et par les futurs recrutés qui aussi regardent ça. Et donc l'écosystème justement a aimé vraiment ça. Et moi personnellement, de faire qu'une seule tâche, c'est peut-être un peu rébarbatif, et de faire plein de choses différentes aussi, c'est challengeant au niveau cérébral. Donc c'est plutôt cool. Ouais. OK, donc c'était vraiment du coup important pour toi effectivement de travailler sur ces, différents, sujets. Tu parlais tout à l'heure de l'émission, l'after produit. Est-ce que tu peux nous en dire, plus? Comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, enfin, on disait, tout de suite que, tu avais besoin d'avoir d'autres missions, mais toi, tu poussé quand même le curseur du coup en travaillant sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'after produit, c'est né d'une discussion qu'on a eue à un déjeuner, où on parlait justement, je crois que c'était chez France TV, l'ex-CPO qui montrait le player de YouPorn pour leur product manager. Et c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter, je pense, dans un webinar, parce que généralement très sérieux, très cadré, et il y avait peu d'espace assez décontracté pour parler product management de manière globale. Et c'est là qu'est né l'after produit, où on s'est dit, créons un espace de talk tout simplement, et pour pouvoir parler de sujets de produits, de product management dans sa globalité. Et donc c'est hyper important même pour moi de pouvoir aussi rencontrer plein de CPO, de partager des avis, d'avoir aussi les conversations avant et après l'émission qui sont hyper intéressantes, parce que ça nous permet de voir qu'on n'est pas tout seul aussi dans notre monde, et en fait que le product management prend plein de formes, et c'est hyper cool d'avoir leur vision aussi. Ouais et puis, dans un sens aussi, ça te permet de continuer, on va dire, d'évoluer sur ces sujets-là, en sortant un peu, de ton cadre, on va dire classique, professionnel. Complètement. Aujourd'hui, on voit, ce qui t'anime, ça va être, d'être, voilà, passionné par ce que tu fais et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent, pardon, au quotidien enfin, aujourd'hui sur ton poste ou même ailleurs? C'est vraiment faire grandir mes équipes. Je pense que c'est hyper important pour moi, et c'est pour ça que des fois on utilise le terme manager qui a on sous-entend un terme péjoratif, et je me vois plus comme un coach pour les faire monter en compétences. Parce que eux, s'ils montent pas en compétences, je pense qu'ils vont s'ennuyer. Et si on a des personnes avec qui on travaille qui s'ennuient, c'est pas épanouissant, et finalement personne ne s'y retrouve. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour les faire grandir, que ce soit en termes de compétences, mais que ce soit aussi en termes de skills humaines. Est-ce qu'ils peuvent aussi monter dans l'entreprise? Là, récemment, on a fait, du coup, on avait des product managers qui étaient donc chez des clients, qui sont passés côté siège, donc qui m'ont rejoint, et qui eux vont aussi accompagner des product managers plus juniors de chez nous. Et donc c'est quelque chose d'hyper important pour moi de les faire monter en compétences, et qui deviennent de vrais head of product côté Weavoo. OK. Vu que, du coup, tu es beaucoup impliqué sur les aspects, que ce soit recrutement, la formation, enfin voilà,
tu places beaucoup d'humain sur tes missions. C'est pas un peu compliqué des fois ces aspects-là, parce qu'effectivement quand il y a d'autres personnes en jeu, enfin voilà, il y a on va dire c'est un peu moins comment dire, un peu moins, j'ai pas le mot, un peu moins Ouais, sûr processer, que de c'est moins binaire. Ouais. voilà, c'est ça. Comment tu fais pour gérer tout ça? C'est ça qui est passionnant, c'est l'humain, c'est le plus complexe. Mettre en place un process, c'est facile, mais dès qu'il y a l'humain, forcément, il faut prendre en compte cet aspect-là qui est le plus important. Et c'est se former au quotidien aussi sur comment on peut les responsabiliser et de leur donner toujours de l'autonomie. C'est ça, en fait, je pense, le plus important. Si les personnes n'ont pas d'autonomie, à ce moment-là, elles se sentent frustrées et donc partent. Tandis que si on leur donne de l'autonomie, et à la fin, j'ai 99% du temps, c'est moi qui vais trancher, in fine, si on n'est pas tous d'accord. Mais globalement, après nos rôles et responsabilités, eux vont avoir des rôles et responsabilités différentes des miens. Et eux, on va leur donner vraiment énormément d'autonomie. C'est pas du tout une pyramide. Le but, c'est qu'on travaille en collaboration parce que sinon, Oui, bien sûr. ça ne servira à rien. Et c'est pas du tout ce que j'ai connu et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire vivre avec les personnes avec qui je travaille. Oui, et puis j'imagine du coup, vous mettez en place des process, mais chaque process est adapté parce que chaque personne Exactement. est Oui, c'est différente. ça. Au final, vous faites pas du copier-coller pour toutes les pour toutes les autres Sinon, personnes. ça fonctionnera pas. Non. On peut pas transposer ce qui fonctionne à une personne à une autre personne. Les personnes sont complètement Ça différentes. arrive dans certaines structures encore, hein. C'est, elles peuvent essayer, mais c'est pas sûr que la réussite soit Ouais. là. Mais l'humain, c'est fascinant. Ouais, merci. Comment tu vois évoluer ton métier, que ce soit ton métier actuel, mais aussi, du coup, le product management d'une manière générale? Ou est-ce que tu as une petite, comment dire? Un petit avis dessus, même si, parce qu'on sait jamais trop comment ça évolue? Moi qui viens de la culture projet, je vois qu'il y a une vraie demande de la part des entreprises de passer sur la partie product management et plus projet. Du Ouais. coup, c'est vraiment quelque chose qui a été poussé déjà aux États-Unis. On le voit, la plupart des entreprises qui fonctionnent très bien ont énormément de product managers. Et ce qui a donné envie de tester et de ne plus avoir en fait un CEO qui est maître de tout et qui dit oui, je veux cette nouvelle fonctionnalité ou je veux cette nouvelle application, alors que finalement il y a peut-être pas besoin de marché. Et donc aller au contact des utilisateurs, de justement réconcilier et l'utilisateur et les besoins business, parce que il faut pas l'oublier, on est quand même des entreprises. Le but, à la fin, on n'est pas philanthrope, c'est quand même de gagner de l'argent, et il faut le dire. Oui, c'est sûr. Mais pour gagner de l'argent, si on ne fait pas plaisir à des utilisateurs, eux ne paieront pas. Et donc, c'est justement aller au plus proche de ces utilisateurs-là pour faire grandir les applications, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de concurrence. Je pense que tu l'as déjà fait, télécharger une application sur ton téléphone, l'avoir désinstallée 30 secondes plus tard parce qu'elle ne convenait pas à ton besoin. Et c'est le but du product management de répondre à ça et que tu ne désinstalles pas ton application et que tu puisses rester dessus. Ouais. Ok. Je crois, après, corrige-moi si je me trompe, tu as toujours un peu travaillé dans le conseil. Oui. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ou c'est du coup une accumulation, on va dire, d'événements. Ça implique pas mal de challenges de travailler dans le conseil. Pour toi, comment tu vois ces aspects-là? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui ne veulent absolument pas travailler dans le conseil. À chaque fois, tu vois, il y a cette fameuse phrase: je veux un client final. Toi, c'est quoi ton avis sur le sujet? Le conseil m'a permis d'avoir un nombre d'expériences incalculable et de voir en fait différentes typologies d'entreprises, de projets, de personnes, de relations justement hiérarchiques, politiques qu'on ne voit pas chez un seul client. Ouais. Et pour moi, c'était peu important d'avoir une expertise en particulier sur un domaine précis, mais plutôt d'avoir un panel de compétences et justement sur un ensemble d'entreprises. Donc, je suis pas rentré dans le détail de comment fonctionne l'application Canal+, par exemple, parce que j'ai travaillé, par exemple, pour eux. Mais plutôt de pouvoir travailler sur des sites de rencontres, sur de l'automobile, sur de l'assurance crédit, et sur des startups, des grands groupes, des scale-up, ce qui m'a permis justement d'avoir un panel, de savoir ce qui fonctionne dans certains cas, dans d'autres cas ça ne fonctionne pas. Et justement, comme on le disait juste avant, si on essaie juste de répliquer bêtement ce qui fonctionne dans l'un, dans l'autre, on le voit, ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à s'adapter et à être challengé intellectuellement là-dessus. En tout cas, moi, c'est ça qui me plaît.
OK. Et puis oui, et puis j'imagine aussi, ça t'a permis d'avoir une certaine capacité d'adaptation, puisque, du coup, comme tu le disais, tu es en capacité de travailler pour différents types de structures, différentes typologies de projets, donc ça permet aussi ce type de choses. On parlait, du coup, de ton parcours, de ton métier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des regrets par rapport à ton parcours? Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment? J'essaye de vivre justement sans regret. Le seul regret actuel, c'est comment trouver en fait cet équilibre pro-perso, que le pro n'envahisse pas trop le perso. Et c'est ça qui a toujours été complexe pour moi. Mais c'est le seul regret que je peux avoir. C'est pas sur l'émission, sur les environnements que j'ai eus, parce que toutes m'ont apporté quelque chose, que ce soit bien fini, que ce soit un peu moins bien fini. À chaque fois, ça a toujours été des expériences enrichissantes. Et là, c'est plus la balance équilibre pro-perso à travailler de mon côté et sur lequel j'ai un peu plus de regrets. Ouais. Et est-ce que tu penses, que ce soit quand on est étudiant ou même dans certaines entreprises, qu'on peut-être un peu moins aujourd'hui et puis ça change un peu, mais est-ce que tu penses que, on n'est pas un peu formaté sur l'importance de la vie pro, dans la vie et le fait, tu vois, de parfois de avoir cette culpabilité, tu vois, voilà, il faut, vie pro, vie perso et cetera et enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine vision où, on nous formate un peu sur l'importance de la vie pro et à côté de ça, du coup, on a un peu peur parfois de, clairement dire: «Voilà, moi, mon travail, c'est pas ma vie. J'aime ce que je fais, je travaille bien, je travaille consciencieusement, mais il y a la vie tout court derrière» Complètement. et j'ai l'impression qu'on a un peu, formaté, en tout cas, moi, c'est le sentiment un peu que j'avais quand j'ai commencé, c'est, cette pression de la vie pro, le professionnel où en gros il faut tout donner, tout sacrifier et cetera pour réussir. Mais déjà, on passe, allez, on va dire à peu près 40 heures, peut-être entre Ouais. 35 et 40 heures minimum par semaine. Déjà, donc, ce qui fait que naturellement, ça prend de l'ampleur dans ta vie tout court, de manière globale. Après, je pense que c'est propre à chacun de se trouver en fait sa balance. La balance, on peut pas dire oui, le pro est plus important que le perso ou le perso est plus important que le pro. Je pense que il y a des personnes qui aiment ne peut-être pas avoir de vie perso, en tout cas peu de vie Mmh. perso, et inversement, il y en a qui veulent avoir justement leurs heures et point barre, et dès que à 18h on coupe complètement et je passe sur ma vie perso. Et je pense que stigmatiser l'un ou l'autre, en tout cas, je pense que ça, c'est pas l'état d'esprit, mais c'est vrai que on est formaté par le travail, c'est hyper important, et il faut, si tu veux réussir, en fait, quand on te dit tu vas réussir ta vie, c'est sous-entendu en fait tu vas réussir ta vie professionnelle, Oui. mais tandis qu'on prend jamais en compte l'aspect personnel, parce que avoir une famille, c'est aussi hyper important, avoir des amis, avoir justement un entourage, hein, c'est aussi réussir sa vie, et du coup il y en a pas forcément un plus grand que l'autre. Du coup je te rejoins là-dessus. Ouais, non, je suis en phase avec ce que tu dis et quand je te disais que j'avais l'impression un peu que ça changeait parce qu'aujourd'hui, les entreprises, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles communiquent plus sur, cet équilibre, vie pro, vie perso. Vous inquiétez pas, venez chez nous, vous serez pas aspirés, votre âme ne sera pas aspirée, vous pourrez garder, si vous souhaitez avoir cet équilibre, ce sera possible. J'ai l'impression que les on a un peu déculpabilisé ce schéma de pensée et que les entreprises communiquent un peu plus dessus, en tout cas. Oui, le bien-être, c'est une des priorités, je pense, pour beaucoup Mmh. d'entreprises. Par exemple, pour la nôtre, ça fait partie vraiment de top priorités, parce que si les personnes ne se sentent pas bien, ben, elles partent. Maintenant, en plus, dans un marché tendu, donc forcément, c'est, comme tu l'as dit, choisir sa balance qui est propre à chacun. Et à ce moment-là, tant que la personne est contente, à ce moment-là, tout roule pour tout le monde. Ouais. Tu parlais, du coup du secteur dans lequel tu travailles qui est un marché, très, très tendu. Comment tu vois ces aspects-là? Parce que toi, du coup, tu recrutes. Tu as forcément été aussi, candidat, donc tu vois, tu as pu voir les 2 aspects. Est-ce que tu penses qu'il y a une, c'est super important parce que ça veut dire, voilà, il y a du travail et cetera. Ces métiers-là sont encore plus valorisés et mis en avant. Est-ce que tu penses que ça génère pas une certaine,
frustration de part des personnes, enfin des entreprises qui recrutent en se disant on a un marché inversé, les candidats potentiellement qui deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Comment du coup tu vois ce marché tendu? Je pense que c'est une opportunité pour les entreprises qui vont proposer le plus de choses à leurs employés. Le marché du travail, en tout cas sur notre domaine, c'est complètement inversé. C'est plus l'entreprise qui décide, oui, je t'offre un petit emploi, accepte-le parce que t'auras jamais mieux. Là, au contraire. Dis-moi merci. Exactement. Là, maintenant, c'est les candidats qui décident où est-ce qu'ils veulent travailler. Donc, est-ce que l'ADN de l'entreprise leur convient? Est-ce qu'on peut leur offrir des opportunités pour monter en compétences et évoluer? Est-ce que salarialement aussi, parce que le salaire est aussi hyper important, est-ce que on est raccord? Est-ce qu'on n'est pas raccord? Donc, ce qui fait que mécaniquement, les entreprises qui vont réussir à recruter, c'est qu'elles seront les meilleures dans leur domaine, et inversement, celles qui seront le moins, en tout cas, raccrochées à la réalité actuelle du marché, vont commencer un petit peu à descendre, à diminuer, et j'espère pas, mais en tout cas, peut-être qu'elles vont couler parce que maintenant, il y a une réalité de marché, en tout cas sur notre domaine, qui est tellement forte que on ne peut pas se dire oui, du coup, TPM, je te paye 25 000 euros et 3 bouchées de pain, tu vas travailler 80 heures par semaine et tu dois me remercier parce que je suis ton patron. Donc, c'est bien du coup pour aussi, on en parlait juste avant, de la bienveillance, ce qui fait que si t'es pas bienveillant aussi avec tes collaborateurs et toutes les personnes avec qui tu travailles, elles partent parce qu'elles ont l'opportunité d'eux. À n'importe quel moment, elles peuvent partir. Bien sûr, je me souviens d'un ancien collègue qui était architecte, qui me disait, donc pas architecte designer, mais architecte dans le développement. Je précise pour les personnes qui nous écoutent. Il me disait qu'il recevait, à l'époque, c'était il y a quelques années déjà, je crois plus d'une dizaine de messages LinkedIn par jour d'entreprises, qu'au final, en fait, et je l'ai déjà entendu pour des personnes, ça devenait presque un peu écœurant, tu vois. Ils lisaient même plus les messages, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le tri, on va dire, va se faire un peu naturellement, et les personnes vont se diriger vers des entreprises qui seront connectées avec la réalité. Il y a quelques années, proposer du full remote, c'était exceptionnel, c'était vraiment une opportunité de folie, dirons-nous. Et aujourd'hui, proposer du remote, c'est un peu la base. Et du coup, on est directement en décalage et le filtre se fait encore plus. Complètement. Il y a une question que j'aime bien poser quand je rencontre des personnes dans le cadre d'un recrutement, c'est de savoir s'ils sont plutôt pragmatiques ou s'ils marchent au coup de cœur, que ce soit quand ils travaillent des clients pour choisir des clients ou même dans une recherche d'emploi. Toi, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu avais des critères bien précis et un mix un peu de feeling, ou tu allais 100% au feeling? Comment ça se passait? Ça a été que au feeling, je pense, sur toutes les expériences que j'ai eues. C'était vraiment... ça a l'air hyper challengeant ou pas, et les personnes ont l'air d'être smart ou pas, et ce qui a fait que ça a dicté quasiment toute ma carrière, je pense, que ce soit côté mission ou que ce soit côté justement entreprise, parce que j'ai fait que du conseil, donc j'ai eu à chaque fois le double choix, et donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus du feeling que du pragmatisme, que ce soit au niveau du salaire ou autre. Ça passait presque en second. C'était ok, ces gens-là, je vais apprendre de ces gens-là et je vais pouvoir leur apporter des choses. Et c'était ça mon critère principal. Ok. Et du coup, maintenant que tu es passé de l'autre côté recrutement, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu vas rencontrer une personne dans le cadre d'un process de recrutement? Ce qui va être important, c'est déjà ses soft skills, savoir si elle sait pourquoi elle est là et qu'elle est convaincue déjà de qu'on peut lui apporter quelque chose. Si la personne pense qu'on peut rien lui apporter, déjà au niveau du recrutement, je pense que il n'y a pas trop d'intérêt, en tout cas par rapport à nous. Après, nous, on va essayer de factualiser au maximum, en tout cas sur la partie product, sachant qu'on a plusieurs étapes. Oui, au-delà de toutes les compétences techniques, etc., peut-être que toi, il y a d'autres choses effectivement qui sont importantes pour toi. Ouais, et du coup, après, c'est vraiment... est-ce que la personne arrive à s'adapter, parce que nous, on doit aller chez des clients qui sont peut-être moins matures en termes de product. Il y en a des très matures en termes de product, et savoir si la personne peut justement switcher d'un environnement à un autre, d'un contexte à un autre. Ça va être hyper important et décisif aussi dans le choix des personnes. Ok,
Ça marche. C'était super clair. Pour terminer, j'aimerais savoir la remarque la plus surprenante qu'on ait pu te dire à propos de ton métier. Du métier. Ou de ton travail d'une manière générale. Alors, parce que la remarque la plus surprenante, c'est maintenant que je fais des lives sur Twitch et que les gens me reconnaissent un tout petit peu, je vais reconnaître avec des guillemets, on le voit pas parce que c'est un podcast, mais c'était ouah, ça fait bizarre de te voir en vrai, alors que je ne suis personne, vraiment. c'est juste, on parle de product management, donc c'est ça la remarque la plus que j'ai eu quelques fois et qui me fait toujours autant bizarre parce que on est personne et ouais, voilà, c'est la remarque. Et c'est pas un peu compliqué d'expliquer ce que tu fais à des personnes qui sont pas du tout dans le milieu. Par exemple, je sais pas ce que font tes parents, ton entourage, mais voilà, leur dire j'ai une émission sur Twitch. Alors au début ça a été très très compliqué, surtout que j'ai changé de nom de métier, c'est un peu complexe. Mais justement en fait c'était avec les lives sur Twitch où ma maman a commencé à comprendre en fait ce que je faisais. Ce que tu faisais. Exactement. Avec les invités, il me dit mais tu parles d'égal à égal avec eux. Ouah, c'est des personnes de chez telle boîte qui est énorme que je connais parce que et c'est vrai que ça a été un début de déclencheur et aussi quand j'avais travaillé donc pour une application de rencontre parce que je sais pas si on a le droit de citer, mais en tout cas on avait eu du coup pour Mythic donc sur le produit Affini, donc on a fait un rebranding énorme et donc on a eu des publicités, donc parce que Mythic forcément a des publicités et sur à la télé et au cinéma. Et donc je suis allé à ce moment-là, j'étais allé au cinéma avec ma maman, donc on est allé voir un film. Et en fait, au tout début, on voyait Affini en publicité. Et ma mère, elle a dit, mais c'est pas sur quoi tu travailles. Et là, elle a commencé à comprendre aussi la dimension de la chose sur quoi je travaille, parce qu'elle le voyait en vrai, finalement, dans une publicité. Oui, et puis en plus, tu parlais de changement de nom. Souvent, dans certains métiers, selon les entreprises, les noms changent. Voilà, que ce soit moi dans mon métier, j'ai chargé de recrutement, talent acquisition spécialiste, talent acquisition management, alors qu'au final c'est la même chose, c'est du recrutement. Et au final, moi je sais que j'ai jamais donné l'intitulé de poste. Je disais voilà, c'est du recrutement, au moins comme ça on pouvait suivre. Mais j'imagine que l'émission effectivement elle a pu t'aider sur expliquer ton métier et un peu j'imagine vulgariser ce que tu faisais. Oui, après globalement, je vais leur dire chef de projet, même si je déteste ce mot-là, mais c'est au moins ils savent à peu près se raccrocher sur ah ouais, tu fouettes des gens, c'est déjà pas mal. Et je rigole, hein, juste, mais en tout cas, donc chef de projet, ça parle un peu plus à tout le monde parce que c'est pas que dans le digital. Ouais, c'est toujours mieux, tu vois. Moi, on me dit c'est toi qui embauches ou c'est toi qui vires les gens. Au moins c'est clair. Alors que j'espère qu'il y a plus d'embauches que virées, mais que c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est sur cette dernière question qu'on va terminer l'épisode. Merci beaucoup à Marcel pour ton retour d'expérience, ton partage sur ton parcours. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir et puis aussi de parler de ce métier et du digital, on va dire d'une manière générale, et qui pour moi est un peu encore pas assez connu en dehors de cette sphère. Complètement. Du coup, j'imagine merci. J'imagine qu'on te retrouve du coup sur ton émission, l'After Produit. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Est-ce que peut-être rapidement, est-ce que t'as des projets en cours, que ce soit via l'émission, mais on va dire ça va être quoi ta prochaine actualité? Alors, la grosse prochaine actualité, c'est qu'on sort un livre avec un ensemble de CPO, donc des directeurs produits, sur le product management, justement pour aider un petit peu à former aussi la future génération, parce qu'il n'y a pas d'école pour l'instant de product manager, et donc d'avoir un petit peu une bible, une référence en tout cas sur la partie product management est hyper important. Et donc on est édité aux éditions Erol, et donc ça va sortir fin d'année, début d'année 2023 globalement. Eh ben top, j'ai hâte de découvrir ça, mais en tout cas c'est un super projet. Marcel, encore merci. Et puis du coup, on se dit à bientôt. À bientôt, merci infiniment. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis, vous donner un gros coup de pouce au podcast.
N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Retrouvez Marcel sur LinkedIn et Twitch dans son émission L'After Produit. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast @obatzerole et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obatzerole. Prenez soin de vous et à très vite.